jeudi 24 septembre, je continue à nourrir, faire le tour de la mise en hivernage. Et cette fois-ci, ce matin, on va voir la mise en hivernage des ruches de production. Là, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai mon fan club du matin. Donc, qui est ici. Et Pep, c'est pas trop contente de voir les vaches. Pep, ça suffit, viens ici. Donc le fan club derrière moi. Et puis ici, donc, on a les ruches de production sur lesquelles on va travailler ce matin. Peps, ça suffit. Donc je vais nettoyer mes plaques de dessous qui sont ici. Les plaques qui se trouvent juste en dessous des ruches en fait. Parce que pour tout vous dire, je les ai pas retirées de la saison. Donc il y a un petit coup de nettoyage à faire pour moi ensuite faire mes comptages varrois. Je vais vérifier si elles ont bien toutes leurs portes d'entrée. Bon, a priori, elles doivent toutes les avoir, mais bon, des fois, ça arrive qu'il y ait un loupé. Porte d'entrée vérifiée, et puis après, ce sera la pose des lanières à pivard, le sous-pesage pour voir s'il faut nourrir ou pas. Là, jusqu'ici, tout cassé, j'ai dû passer pas grand-chose comme sirop. Cette année, elles sont hyper lourdes. De toute façon, vous l'avez vu aussi au niveau des ruchettes. Et puis, donc sous pesage, je nourris ou je nourris pas. Bien souvent, il n'y a pas besoin. Et ben, on va voir tout de suite, là maintenant, tout ça en images. Pour le nettoyage des plaques, il suffit juste de retirer les débris avec la spatule qui est là. Voilà, et une fois propre, et ben, il est replacé sous le plancher. Et pour qu'il soit bien installé, il faut qu'il soit vraiment mis à fleur pour pas que si jamais il pleut, l'eau passe en dessous et que l'hiver ça fasse un glaçon. Donc là, vous avez bien compris que je nettoie ces plaques-là, c'est pour contrôler par la suite la chute de mes varrois suite à l'utilisation des lanières à pivard. Je vais revenir d'ici 24-48 heures pour déjà compter un petit peu tous les varrois qui sont tombés, voir si les lanières à pivard fonctionnent. Et puis ces plaques-là me serviront aussi au mois de décembre pour faire un contrôle d'efficacité, parce qu'au mois de décembre, aux environs de Noël, je fais un traitement à l'acide oxalique par dégouttement. Il y a toujours une période au moment de Noël où on a des températures de 10-12 degrés qui permettent d'ouvrir les ruches rapidement et de déposer de l'acide oxalique entre les intercadres. Ça, j'avais déjà fait une vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description pour que vous compreniez de quoi je parle. Ce qui est des colonies que je suis d'un petit peu plus près, comme mes raceuses, pour faire en sorte d'élever sur des colonies qui ne sont pas des nids à varrois. Donc je les suis durant la saison pour le varrois, donc je fais des comptages. Et durant l'hiver, je fais aussi d'autres comptages. Et cela s'avère en fait révéler vraiment si c'est des nids à poux ou pas, ces colonies-là. Donc pour ça, je vais vous montrer. Donc on va dire que cette colonie-là, une colonie que je veux suivre durant toute l'année et que je veux faire aussi également des comptages dessus durant la saison. Donc c'est comme ça, je retire la porte d'entrée qui se trouve ici. Voilà.
Et je vais venir faire glisser mon lange ici, sur le plancher. Donc pour que j'ai la chute directe des varrois qui tombent du cadre et qui viennent directement sur mon lange graissé. Voilà. Donc je fais ça et bon bien sûr c'est pour avoir un comptage bien plus spécifique, bien plus précis des varrois qui vont tomber durant le traitement à la Pivart et aussi les traitements à l'acide oxalique au mois de décembre. Et aussi en chute naturelle durant l'hiver. Voilà. Là, ça permet d'avoir un comptage quand même bien plus précis parce que le gros inconvénient, c'est que la plaque, elle se trouve en dessous, ici. Mais les varrois peuvent aussi tomber sur le grillage du plancher plastique. Et ces varrois-là ne feront pas partie du comptage, donc ça sera quand même beaucoup moins précis. Donc c'est pour ça que j'utilise les langes graissés pour toutes les colonies qui sont intéressantes à élever dessus pour moi. Maintenant on va faire un petit tour pour être sûr que tout le monde a bien sa porte d'entrée. Apparemment c'est le cas. Je vous cache pas qu'il y a besoin d'un bon débroussaillage de mes ruchers, mais ça sera réservé à l'hiver. Pour l'instant ce qui urge c'est vraiment que les colonies soient nourries s'il y a besoin, et surtout traiter le varroa. C'est quand même la priorité du moment. Voilà, donc on fait le tour. Je vérifie voir si elles ont bien toutes leurs portes d'entrée. Je vais essayer de ne pas me gaufrer en même temps. Ce serait quand même mieux. Et je voulais revenir à la question qui est un petit peu récurrente. J'ai eu un monsieur donc hier soir là, dans la précédente vidéo qui me demandait pourquoi je traitais si tard. Il est évident qu'ici, en production de miel de luzerne, on ne peut pas traiter à partir de la mi-août le varroa. C'est impossible, d'autant plus que quand on utilise des produits pour traiter le varroa, c'est interdit de les utiliser en pleine production de miel. Hein. Ça, je vous apprends rien. Après, il me demandait si ça avait un impact. Honnêtement, au niveau des pertes hivernales, j'en ai très peu, donc et après c'est vrai que je fais quand même 2 traitements anti-varroa durant l'hiver, donc un au mois de septembre avec la Pivart, puis un à l'acide oxalique. Il y en a une qui est en train de ramener du pollen de lierre là actuellement, mais ça avait l'air de rentrer pas mal. Donc voilà quoi, donc moi je peux pas traiter super tôt en saison. C'est vrai que c'est le gros inconvénient, mais après j'essaye de faire des comptages en saison, et puis les comptages comme on voit, les récipients à base de CO2 où on envoie du CO2 sur les abeilles, ça je le fais aussi. Mais ce que j'essaye de faire aussi, c'est de prendre à peu près un échantillon d'abeilles, environ 300 abeilles. Et malheureusement, pour avoir un comptage hyper fiable des varrois, parce qu'avec le CO2, il y a certains varrois qui peuvent rester encore accrochés aux abeilles. Donc c'est pas encore le tip top au niveau comptage. C'est pareil au sucre glace. C'est pas le top non plus. Sucre glace, bien souvent, il y a des varrois qui restent accrochés aux abeilles. Le mieux, bon, alors vous allez me dire oui, ça tue des abeilles, je suis d'accord avec vous. Le mieux, c'est de prendre un échantillon de 300 abeilles, les mettre dans un sac de congélation, les placer tout de suite au froid pour les engourdir, les pauvres. Alors là, vous allez me dire que je suis méchante, mais malheureusement, c'est le seul test qui est fiable. Et ensuite, ces abeilles-là, donc une fois qu'elles sont mortes, on les lave avec du Tipol. Donc c'est comme une base de produit vaisselle. On secoue le sachet, on met un petit peu d'eau, un petit peu de Tipol dedans. On secoue le sachet 1 ou 2 minutes et ensuite on passe tout ça au tamis et on compte ensuite nos varrois. C'est la méthode la plus efficace. Ils sont en train de tout rentrer là du pollen de lierre. Hop, hop. Donc ça y est, ça a commencé le lierre chez nous là. Il était temps que ça rentre un peu de pollen parce que c'est quand même hyper sec. Donc j'en reviens à mes varrois.
et ce serait quasi le test le plus efficace. Malheureusement, on tue 300 abeilles. Bon, ce test-là, il est bien évident que je ne le fais pas sur toutes mes colonies. C'est vraiment sur des fins qui sont issues de reines que j'avais repérées qui avaient très peu de varroa. Je ne vais pas m'amuser à tuer 300 abeilles sur chaque colonie. D'autant plus que ça prend beaucoup de temps et je ne suis pas fan de la méthode parce que ça tue des abeilles. Moi, mon métier premier, c'est d'élever des abeilles et de produire du miel avec elles. C'est pas de les tuer, mais malheureusement, si on veut arriver à maîtriser un peu le varroa, on est obligé de faire des tests comme ça. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé les planchers, les portes d'entrée. On a fait un petit check-up pour le varroa. Maintenant, je vais allumer mon enfumoir et puis on va commencer je vais commencer si je suis toute seule avec le chien. Donc je vais commencer à poser mes lanières à pivot et poser mes nourrisseurs et sous-peser les colonies. C'est parti. Voilà, je suis allée chercher mes lanières dans le carton là. Pour vous donner une petite astuce, si jamais vous avez un paquet qui est entamé de la veille et puis que le lendemain vous devez vous rendre au rucher pour refaire la suite de vos traitements varroa, le mieux c'est de renfermer la pochette qui est ouverte dans une pochette qui est vide, comme ça vous maintient le produit au mieux. Il n'est pas complètement fermé, mais au moins ça évite à la molécule de s'évaporer et de diffuser de la pivard un peu partout dans votre carton de produits de traitement. Voilà. Donc là, j'ai 5 pochettes. Avec une pochette, on fait 5 ruches. Là, j'en ai pour 25 ruches, plus celle qui me reste. Et je pense que le rucher là, il doit faire, je compterai à la fin, mais entre 25 et 30 ruches. Donc voilà. Donc je vais les préparer. Les sortir de leur pochette. Et puis je vais les dispatcher une par une sur chaque toit de ruche pour me préparer un peu le travail et que ça aille assez vite au moment de l'ouverture de la ruche. Parce que là ce matin, on a eu la chance cette nuit d'avoir un peu de pluie. Et je vous cache pas qu'ici en ce moment c'est super sec. On a des colzas qui n'ont même pas germé, ils sont en terre, mais rien ne pousse. Et au niveau des sipans, je vous avais fait une petite publication sur Insta et sur Facebook. Les sipans, en fait, ce sont des pièges à nitrate que l'on sème dans les champs. Et avec Vincent, on avait prévu de mettre un mélange de facélie, de lin, de moutarde et de trèfle. Bon, le lin n'avait pas trop d'intérêt au niveau apicole, mais pour tout le restant, ça aurait fait un bon bol alimentaire pour nos abeilles. Mais manque de bol, les sipans ont aussi bien levé que les colzas, donc là, rien n'a poussé. Et je vous cache pas que je suis un petit peu dégoûtée parce que mine de rien, le travail de préparation des terres à colza pour les sipans, enfin bref, pour tout ça, ça a été une grosse semaine de boulot et puis pour un résultat zéro et voilà quoi. Donc c'est sûr que ça gâche un petit peu tout, mais bon voilà, en agricole, je pense que maintenant il va falloir qu'on s'adapte, qu'on adapte nos cultures en fonction du climat. Hein, c'est vrai que nous, habituellement, tous les ans, on ne fait pas de mielée de luzerne. Et puis là, maintenant, depuis 2017, ça fait 4 ans. Ça fait 4 saisons où on fait de la luzerne tous les ans. Alors qu'habituellement, c'était pas du tout ça. Et nous, ce qui favorise la mielée de luzerne, bien sûr, c'est la chaleur. Mais bon, dans d'autres cas, comme en agriculture, la chaleur, c'est pas le top pour faire pousser ce qu'on veut dans les champs. Voilà, c'était un petit aparté. Faudra vous attendre un petit peu de temps en temps à ce que je vous mette des images comme la dernière fois sur la moisson du maïs.
Et puis que je vous parle un petit peu de ça aussi pour que vous sachiez aussi que l'agricole, c'est pas non plus la panacée, que des fois on se prend des raclées comme cette année. Bon là il y a plus un peu, je pense qu'on a dû avoir entre 5 et 7 mm, mais franchement pas assez pour que le colza y pousse. Et puis maintenant on est quand même le 24 septembre. Je pense que c'est trop tard maintenant pour qu'il germe, pour qu'il lève et pour qu'il arrive à passer l'hiver. À moins qu'on ait un hiver assez doux et qu'il arrive à repartir de lui-même. Mais bon, croise les doigts, on verra bien. Ça, c'est la loterie, on ne peut pas le savoir d'avance. Voilà, donc je vais poser mes lanières sur toutes les ruches. Voilà. Et puis on se retrouve à l'autre bout du rucher pour la pose des lanières. Voilà, je suis en train de dispatcher aussi mes nourrisseurs pour que chaque colonie puisse recevoir un peu de sirop. Enfin, s'il y a besoin de donner du sirop. Comme ça, j'ai le nourrisseur sous la main au moment de poser la pivard et de poser le nourrisseur. Bon voilà, on est parti. On va commencer à poser les lanières. Alors, avant d'ouvrir la colonie, je découpe déjà mes deux lanières, comme ça j'aurai plus qu'à les poser. Alors, j'ouvre la ruche. Et la première chose que je fais en fait, c'est j'écoute le bruit de la ruche. Donc, je me fie beaucoup au son. Et je ne vais pas regarder chaque colonie une par une pour voir si ça pond ou pas. Pour celle-ci, je vais la regarder avec vous. Alors, on va soulever le cadre. Là, dans un premier temps, on ne voit pas de couvain fermé. Mais ça a l'avantage que c'est très calme. Voilà. Le couvain fermé, il est ici. Idem de l'autre côté. Et tout le restant, ce sont des réserves en miel. Voilà. Donc elles sont dans le même état que les ruchettes 6 cadres que je vous ai montré la dernière fois dans la vidéo précédente. Alors au point de vue population, faut pas vous inquiéter, là il y a encore du monde sur les cadres, il y en a même là, voilà, elle est sur 10 cadres la colonie. Je vais même vous la montrer de plus près. Je vais vous rapprocher la caméra et je vous montre qu'en fait toutes les ruelles de la ruche sont occupées. Donc c'est une belle colonie, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va dire sur 9-10 cadres. Il y a du monde de partout. Et très peu de couvains, mais ça n'empêchera pas qu'elle passe bien l'hiver de ce côté-là. On va lui poser ces deux lanières. Voilà, alors je vous montre les lanières une fois posées. Donc on voit bien qu'il y a bien des abeilles dans la ruche, hein, faut pas vous inquiéter. Le nid à couvain est beaucoup plus réduit parce qu'on a eu une grosse mielée de luzerne, mais ça n'empêchera pas que ça passe l'hiver malgré tout. Hein. Voilà. Donc je vais poser mon nourrisseur, comme ceci.
Voilà, et puis je vais la sous-peser. Voilà, et pour moi, elle est assez lourde, donc il n'y aura pas besoin de nourrir cette fois-ci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu poses le nourrisseur? Alors je pose le nourrisseur. Je pose le nourrisseur parce que en fait, à partir de début octobre, je vais mettre un quart de sirop, je pense, à une moitié de sirop, en fonction du poids que j'aurai estimé début octobre. Donc c'est pour ça que je mets un nourrisseur là sur les ruches. Celle-ci, elle va être nourrie parce qu'elle est vraiment trop légère à mon goût. Et ces 3 ruches-là, déjà, ne seront pas nourries. Hein. Mais recevront quand même une toute petite portion de sirop au mois d'octobre, histoire qu'elles mettent le sirop autour du nid à couvain. Vous allez me dire, il y a déjà assez de miel. Mais mine de rien, elles consomment quand même l'hiver et je ne veux pas me retrouver avec un mois de mars ou un mois d'avril tout pluvieux, tout pourri, avec des colonies qui sont en plein développement et des réserves qui ne sont pas suffisantes. Il ne faut pas voir l'instant T, il faut voir ça d'ici 4 ou 5 mois quand on va arriver au printemps et que les colonies seront en plein développement. C'est là qu'il faudra quand même être présent pour compléter les colonies. Moi, c'est pas le truc que j'aime faire, courir dans tous les sens avec des poches de candy. J'aime pas ça du tout. En plus, le candy, je trouve que c'est pas une nourriture. Elles sont obligées d'aller chercher de l'eau pour pouvoir manger le candy. C'est une nourriture qui les épuise. Tandis que là, je les complète en sirop. Elles ont le sirop autour d'elles pendant tout l'hiver et début du printemps. Elles ont encore le temps de le consommer avant l'arrivée des premières fleurs. Voilà, c'est pour ça que je préfère bien compléter mes réserves à l'automne plutôt que être là à me dire est-ce que les réserves sont suffisantes, est-ce qu'il va y avoir assez pour qu'elles tiennent le coup jusqu'aux premières fleurs de fruitier ou jusqu'aux premières fleurs de saule. C'est pour ça que je donne du sirop. Bon, on va continuer notre petit bonhomme de chemin parce que j'ai encore un petit peu de taf là devant moi. Donc. Alors, on continue. Donc la colonie d'à côté, c'est pareil, je vais vous montrer. Donc c'est aussi une belle colonie, hein. Tout le monde tient sur largement 10 cadres. Donc moi, comme je répondais dans les commentaires, j'utilise pas du tout de partition. C'est pas que je trouve pas ça utile, c'est que j'ai jamais travaillé avec les partitions, donc j'en utilise pas. En même temps, resserrer une colonie comme ça, moi je trouve que c'est beaucoup les déranger pour pas grand chose. Si la colonie est assez grosse, je vois pas pourquoi il faut tout resserrer pour qu'elle passe l'hiver. Donc j'utilise pas de partition. Là on va poser les lanières à pivard, je pense ici et ici. Et puis je vais sous-peser pour voir s'il y a besoin de compléter les réserves ou pas. Moi je pense que celle-ci elle doit être encore assez lourde parce que quand je vois les rayons de miel de chaque côté et même là sur l'arrière de la ruche, je me dis qu'il y a quand même de quoi faire au niveau provision. Voilà. Je pose mon nourrisseur. Je sous-pèse, c'est très lourd, donc je la dérange pas plus. Elle fera l'objet d'un petit complément de sirop au mois d'octobre. Bon, on continue. Donc là, je viens d'ouvrir la ruche, c'est pareil, c'est très calme, ça ne saute pas au visage, ça ne bourdonne pas, ça ne chante pas. Donc là, pour moi, tout est ok, je ne vais pas vérifier le couvain, je ne vais pas les embêter. En plus de ça, ce matin, il ne fait pas forcément très chaud, donc
Je ne vais pas refroidir le nid à couvain pour être sûr que ça pond. Pour moi, c'est sûr que ça pond. Donc, et en plus, c'est très lourd. Celle d'à côté, c'est pareil, je vais vous rapprocher, histoire que vous voyez quelque chose quand même. Hop. Là, c'est pareil. Colonie calme, ça bourdonne pas, ça fait pas de bruit. Donc je pose mes lanières. Je pose mon nourrisseur. Je soupèse, c'est lourd. On referme. Et c'est ok pour celle-ci. Voilà, je voulais en revenir au sujet des partitions. Là, je l'ai un peu enfumé, mais bon, cette colonie-là, elle est encore sur 10 cadres. En plus de ça, donc là, je lui mets ses lanières. En plus de ça, ce qu'il y a, c'est que mes cadres, ils sont blindés de miel. Si vous voyez là, sur l'arrière, on voit bien tout le miel qu'il y a. Il y en a encore là, ici, là. Bref, il y a du miel de luzerne de partout. Et je vois pas comment je pourrais faire pour partitionner. Il faudrait que je leur retire du miel de luzerne pour rajouter du sirop pour compléter les colonies. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc bon, après, je suis pas contre une partition sur une colonie qui est relativement petite et puis qui a besoin d'être maintenue au chaud. Mais là, sur une colonie comme ça, c'est impossible de partitionner pour moi. Ce serait retirer du bon miel pour rajouter du sirop. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc, je suis pas contre la partition sur des colonies faibles, mais sur des colonies comme celle-ci, honnêtement, je pense qu'elles n'en ont pas besoin du tout. Voilà. Celle-ci, je vais la sous-peser, mais c'est à peu près sûr qu'elle n'a pas besoin de sirop, effectivement. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu pour ce matin. Bon, je viens de faire le tour, donc j'ai fini de poser mes lanières et mes nourrisseurs. En tout, sur le rucher de 30 ruches, j'ai 3 colonies à nourrir. J'en ai une ici, une là-bas. Et puis j'en ai une là aussi à compléter au niveau sirop. Donc tout ça pour vous dire que sur 30 ruches, ça fait pas énorme à nourrir. Et je crois que c'est bien une des premières années où c'est aussi blindé en provisions en miel de luzerne. Malgré qu'elles aient eu des hausses, qu'on s'est occupé d'elles, elles ont fait des provisions terribles. Et ben on va passer à la partie sirop, donc avec la pompe à sirop. C'est parti!
Voilà, pour ça c'était la partie nourrissement. Bon, bah, ça n'a pas duré non plus 3 heures, hein. Vu qu'il y avait 3 colonies à nourrir. Je vais mettre l'embout de ma pompe à sirop dans un nourrisseur pour éviter de mettre du sirop de partout si le tuyau s'ouvre. Je vais refermer mes toits. Et puis bah, voilà ce qu'on pouvait dire de l'hivernage des ruches de production. Donc bien surveiller les portes d'entrée pour les réduire au maximum, pour éviter que les souris ne rentrent dans les ruches et puis bah, qu'elles détruisent toutes les provisions des colonies. Bien traiter le varroa, ça c'est essentiel. Contrôler les chutes, voir si ça fonctionne bien. Si vous voyez qu'il y a des varrois sur les langes. Et puis troisièmement, bien nourrir, être sûr de vos provisions. Moi, mes ruches hivernées, là en ce moment, elles doivent faire à peu près 40 kg. J'essaierai de vous donner le poids d'une mini plus hivernée et le poids d'une ruchette cycade hivernée également, parce que vous me l'avez demandé la dernière fois. Je pense que la mini, qu'on doit être autour des 5-6 kg hivernée. La ruchette cycadre, honnêtement, j'en ai aucune idée. En plus, j'ai des ruchettes bois et des ruchettes polystyrène. Donc, le poids doit varier. Donc, j'essaierai de vous dire tout ça lors d'une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poster un petit commentaire, me laisser des questions si vous avez besoin. J'y répondrai volontiers. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo.